Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être de notre pour cette édition, avant-dernière édition de Tam Tam Tropical l'année 2015. Voici le sommaire. On va directement au Nigeria où on est face à un budget record. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a présenté au Parlement du Nigeria son premier budget depuis son élection en hausse de plus de 20% qu'il établit à 31 milliards de dollars. Salutations héroïques des musulmans qui protègent les chrétiens. Un groupe de passagers musulmans a protégé d'autres voyageurs chrétiens alors qu'ils se trouvaient tous dans un bus pris pour cible par des éléments d'Al-Shabaab. Ces informations et bien d'autres seront développées dans ce magazine. Nous recevrons aussi un invité qui est venu témoigner, nous faire part de l'inquiétude qui monte au Burundi de ces assassinats et autres exécutions sommaires qui s'y vivent. Également dans le cadre de notre débat radiophonique, ce soir nous réfléchirons de nouveau sur les dérives religieuses. Pourquoi les Africains semblent être ceux qui remplissent aujourd'hui les lieux de culte chrétiens et autres, tandis que ceux-là même qui ont importé ces religions en Afrique, c'est-à-dire les Occidentaux eux-mêmes, commencent à déserter ces lieux. Ils n'y vont qu'occasionnellement, soit pour un baptême, pour un funérail ou pour un mariage. Voilà pour le sommet, le développement de toutes ces nouvelles et bien d'autres dans quelques instants. Majina ndo yale yale, huyu sweetie, yule baby. Wengine kukupamba, watakuita kitanda, yule mama chanja. Wengine kukupamba, watakuita kitanda, yule mama chanja. Wendo my baby yo, wendo mutima gwangwe, kwenye moyo wangwe. Wendo kimbilio la furaha yangwe, umetuliza mutima gwangwe. Baby idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, idala kimafukila, baby idala kimafukila. Mawazo mami, pesa sabuni ya macho, penzi sabuni ya roho. Kidoli bibiwe nikutunze moyo, uenda utanielewa kabisa. Kidoli bibiwe nikutunze moyo. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Si vous venez de nous joindre à nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Nous allons directement au Burundi où le Parlement burundais dénonce la mission de maintien de la paix de l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe là-bas en vérité? Le Parlement du Burundi, réuni hier lundi, a dénoncé le projet de l'Union africaine de déployer une mission de maintien de la paix dans le pays. Le bloc panafricain souhaite prendre des mesures pour enrayer les violences qui durent depuis 8 mois. Réuni en congrès extraordinaire hier lundi,
Les deux chambres du Parlement du Burundi ont exhorté le gouvernement à refuser le déploiement d'une mission de maintien de la paix de l'Union africaine. Et nous avons le privilège de recevoir ce soir un invité qui est originaire du Burundi. Il s'appelle Frédéric Ngabo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, ce soir, notre souhait est de comprendre pourquoi vous avez accepté de témoigner. Qu'est-ce qui vous pousse à témoigner sur ce qui se vit au Burundi aujourd'hui? Ce qui me pousse à témoigner sur la situation actuelle au Burundi, c'est tout simplement le devoir citoyen, le devoir de refuser la barbarie, le devoir de refuser la complicité par le silence, par l'inactivisme de ces actes de violence, ces actes de refus des droits de l'homme au plus haut niveau, le droit à la vie de la personne humaine. Bien. Et la question que je pose savoir, nous qui ne sommes pas au Burundi, on a dans la dépêche effectivement que depuis plusieurs mois, près de 8 mois environ, Oui. il y a des exécutions sommaires et des crimes. Que se passe-t-il? Pourquoi pouvez-vous me dire ce qui cause ces crimes-là? Qui tue qui? Et pourquoi? Bien. En fait, il faut comprendre le processus. Ces actes de violence ont commencé par le fait que le président de la République, M. Pierre Nkurunziza, a voulu se représenter aux élections qui étaient contestées par la population. Et donc, il y avait des manifestations pacifiques dans les rues de la capitale Bujumbura. Et ces manifestations ont été réprimées par le sang, par les forces de l'ordre, la police en particulier. Et la population, se voyant en tout cas obligée de se défendre, du coup, il y a eu changement de l'aspect pacifique des manifestations et les populations, les citoyens tout simplement, ont pris les armes pour se défendre contre la police. Mais ce qui se passe aussi, c'est que que nous ne voulons pas être en fait faire la délation ou plutôt colporter des ragots. Il est important pour nous d'avoir une position qui est claire. Notre devoir, c'est de faire la lumière. Aujourd'hui, le gouvernement burundais accuse ceux qui prennent les armes d'être des rebelles. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui a été élu constitutionnellement et qu'il y a des gens qui, au lieu de prendre la voie pacifique, prennent des armes. Ce qui est illégal, Monsieur Ngabo. C'est pas la position du gouvernement est claire. C'est pour eux, je suis pas ici pour défendre l'opposition. Bien entendu. Je suis un citoyen libre. Oui. Et donc, quand un gouvernement n'assume plus son devoir de protéger la population, et on a l'expérience. En fait, la situation du Burundi ne date pas d'hier, ne date pas de ce mois d'avril, du mois d'avril. C'est une situation longue et complexe. C'est une situation où la paix est fragile. C'est une situation où les composantes ethniques, les Hutus et les Tutsis, ont fait un chemin ensemble pour... un peu comme au Rwanda, tout à fait, voisin. Exactement. Donc c'est un pays, il faut que nos écouteurs, en tout cas... Tous les auditeurs qui sont à l'écoute à ce moment. Qui sont à l'écoute, sachent que la situation au Burundi et au Rwanda, c'est pareil au niveau des composantes de la nation, ethnique. Sauf que la situation a évolué différemment. Alors, qui au au pouvoir Burundi, aujourd'hui? on a évolué sous forme de compromis Oui. entre ces deux composantes ethniques depuis l'accord d'Arusha de 2000. Et cet accord d'Arusha organisait la vie politique, organisait le partage du pouvoir, organisait tout simplement, on va dire, l'organisation des institutions. Mais pour comprendre, sans vous couper, je voulais comprendre parce que il est important d'établir la lumière. Ça veut dire que si dans un pays libre, démocratique, les populations prennent des armes, le gouvernement légitime, d'accord, va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire faire une répression, bien sûr, d'accord, défendre ceux qui n'ont pas les armes. Et c'est la position du gouvernement burundais aujourd'hui. Mais cependant, plusieurs voix s'élèvent, tout comme l'Union africaine, qui a demandé solennellement d'y envoyer une force militaire pour s'interposer. C'est donc, ça. Ça laisse croire que, quelque part, il y a des gens qui prennent, on va dire, qui ont intérêt à ce qu'il y ait une déstabilisation. Bien sûr. Je pense que l'Union africaine, et même, j'interpelle ici la communauté des nations, tout simplement, je ne vais pas dire que les États, je vais dire aussi la communauté des citoyens libres dans le monde.
y compris vous, les journalistes, y compris nous, les citoyens européens et surtout la jeunesse africaine, pour refuser la barbarie en cours au Burundi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, je suis là pour alerter sur particulièrement les victimes civiles. Donc, il y a eu donc la transformation de ces manifestants pacifiques qui, pour certains, ont pris des armes et parfois attaquent les positions de la police. Carrément. Carrément. Et la police, malheureusement, vient attraper et massacrer les populations civiles. C'est pourquoi l'Union africaine doit prendre ses responsabilités. Et je salue ici le Conseil des Nations Unies. Je salue aussi l'Union africaine et aussi le Conseil européen. En tout cas, l'Europe a pris des mesures, même si ce n'est pas des mesures, on va dire, qui vont plus loin. C'est des mesures de dissuasion du pouvoir pour arrêter de massacrer la population. C'est vrai que ces voix ne sont pas entendues parce que, de nouveau, quand on regarde les informations de nos confrères de la BBC ou de RFI, les massacres se poursuivent tous les jours. Les gens, on trouve des morts. Tous les jours. Vous vous imaginez, il y a pas longtemps, les victimes, donc les morts, sont dans la rue. Les pouvoirs tuent la population et les amènent dans la rue pour dissuader le peuple. Mais je voudrais comprendre aussi, parce qu'il est important de noter que là, les civils ont pris les armes. Oui, bien sûr. Et quand ces civils prennent des armes, ça laisse entendre qu'il y a une main qui alimente cela. Selon vos informations, puisque en pendant cette émission, vous avez fait comprendre que vous avez votre réseau d'informateurs, vous avez des amis journalistes et autres collègues qui sont sur place au Burundi et d'autres à l'extérieur. Qui livre les armes à ces civils? C'est pas un secret de polichinelle. Au Burundi, d'abord, ceux qui sont, en tout cas, selon mes informations, ceux qui sont partis, il y a aussi des désertions dans l'armée aujourd'hui. Et les désertions dans la police. Parce que vous vous imaginez, vous êtes militaire, vous êtes policier, vous voyez votre sœur, votre, on va dire... Compagnon d'armes. Compagnon d'armes, maltraité. Vous imaginez, par les milices, par les gens qui ne sont pas dans l'armée. Dans l'armée. Donc, il y a des militaires et des policiers qui ont déserté et qui sont dans les montagnes et qui attaquent leurs anciennes collègues. Ça, c'est un. Deuxième chose, la population, c'est un pays qui était en construction de la paix. C'était un pays qui était en sortie de conflit de plus de 10 ans. Donc, il y avait aussi des armes, éventuellement, qui circulaient dans la population civile. C'est inquiétant quand même. Bien sûr. Et de plus, vous savez très bien qu'on est dans une zone, on va dire, une zone de conflit, en tout cas, il y a des trafics d'armes au sein il y a beaucoup de milices dans les pays voisins, notamment au Congo, qui fait que avoir des armes, ça peut être facile. Mais quand il y avoir une arme, on sait quand même que le coût d'une arme à feu, c'est pas c'est pas $2. On sait bien. Ça veut dire qu'en fait, il y a des financeurs. Ça, je sais pas. Les financeurs, je sais pas. Mais on sait très bien que effectivement, il y a des armes. C'est un groupe de passagers musulmans qui a protégé d'autres voyageurs chrétiens alors qu'ils se trouvaient tous dans un bus pris pour cible par des éléments d'Al-Shabaab. Le véhicule qui transportait 62 personnes se rendait hier lundi à Mandera, dans le nord-est du Kenya. Des témoins rapportent que lorsque les éléments du groupe djihadiste sont arrivés et ont commencé à tirer sur le bus, des musulmans ont habillé les passagers non musulmans dans des tenues similaires pour empêcher les extrémistes de les identifier et de les tuer. Le bus avec à son bord 60 passagers est parti de la capitale Nairobi pour la ville de Mandera dans le nord-est du Kenya. Un individu armé est entré dans le bus et a intimé l'ordre à tous les passagers de sortir et de former deux groupes distincts avec les musulmans d'un côté et les non-musulmans de l'autre. Un non-musulman a décidé de s'enfuir, il a été abattu et est décédé. Les autres passagers musulmans ont également refusé d'être séparés des chrétiens malgré les menaces des combattants armés d'Al-Shabaab. Ils ont demandé aux assaillants de les tuer ou de les épargner tous ensemble. 2 personnes ont été tuées. Le Kenya a connu une vague, rappelons-le, d'attentats revendiqués pour la plupart par Al-Shabaab, un groupe terroriste somalien affilié à Al-Qaïda. L'insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram empêche plus d'1 million d'enfants d'aller à l'école, a dénoncé ce vendredi dernier le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance, l'UNICEF, soulignant que le manque d'éducation est un terreau de la radicalisation au Nigeria et dans les pays voisins. Plus de 2000 écoles ont été fermées au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, et des centaines d'autres établissements ont été attaqués, pillés ou incendiés par les djihadistes selon l'UNICEF. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a dénoncé à l'armée donné à l'armée jusqu'à la fin de l'année pour mettre fin aux violences du groupe islamiste. Mais, même en cas de victoire, les spécialistes soulignent que le gouvernement devra composer avec les troubles sociaux découlant de la déscolarisation d'une des générations d'enfants. C'est fort inquiétant et c'est ce qui nous ramène donc de nouveau à me tourner vers notre invité ce soir qui est Frédéric Gabo. Vous êtes juriste, vous êtes originaire du Burundi. Ce soir, vous êtes là pour témoigner et dénoncer tout ce qu'il y a comme exécution sommaire et répression du gouvernement et de aussi Pierre des Nkurunziza. risques de génocide. On parle des risques de génocide au Burundi. Mais le génocide, c'est quand même assez fort. C'est assez fort, mais malheureusement, c'est ça la réalité aujourd'hui au Burundi. C'est que les spécialistes du génocide peuvent, au jour d'aujourd'hui, avoir des éléments concrets sur un processus en cours qui risque d'évoluer vers le génocide. Mais Frédéric Gabo, Ouais. si on comprend bien la configuration, sur le point de vue social, Ouais. on sait qu'aujourd'hui, comme au Rwanda et au Burundi, on a deux ethnies majoritaires. Tout à fait. C'est les Hutus et les Tutsis. Oui. Et génocide, qui tuerait qui se dresserait contre qui? Qui tuerait contre qui? C'est tout simplement Les Tutsis contre Hutus, les Hutus contre les Tutsis. Hutus contre les Tutsis. Ça, c'est un risque. Et plus, c'est pas, on va dire, le génocide, c'est pas les qui, c'est plutôt le gouvernement qui organise un processus de génocide, d'extermination d'une partie de la population. Ce n'est pas c'est un processus organisé par un pouvoir. Mais sur une base tribale ou alors... Sur une base non seulement tribale, mais aussi sur une base tout simplement de non adhération aux politiques en cours. J'aimerais comprendre. Oui. Aujourd'hui, qui est au pouvoir? Je veux dire, quelle ethnie qui est au pouvoir aujourd'hui au Burundi? Au Burundi, grâce Nkurunziza, par à exemple. l'accord d'Arusha, Oui. c'était un pouvoir partagé au départ. C'était un pouvoir partagé au niveau ethnique. Par exemple, je vous donne l'exemple, c'est que le président devait être un Hutu, le vice-président en Tutsi. Ainsi de suite, l'administration était organisée comme ça, même au niveau de l'armée. Oui. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on commence à déshumaniser. Je vais dire ici, le processus commence par la déshumanisation. Le président actuel désigne ces Hutus, ces Tutsis, en disant, ce sont des Mougéris. Des Mougéris, ça veut dire, si je traduis, Oui, à des petits chiens mal nourris et affamés. Voilà, il les désigne comme ça. Pour comprendre alors, parmi les tueries qui se font aujourd'hui, Oui. est-ce que ces tueries se font sur une base tribale? Là, aujourd'hui, c'est clair, ça a été vérifié il n'y a pas longtemps. Le week-end dernier du 11 décembre, ça a été tout simplement la rafle des jeunes Tutsis de 11 à 30 ans, tous raflés et tous exécutés. Comme nous avons un Voilà. devoir de transparence et d'objectivité, Oui. ces informations que vous avez, je veux dire, ces sources, est-ce que sont croisées? Est-ce qu'elles sont recoupées? Quand on parle des rafles des jeunes Tutsis, Ben, bien sûr, ça a été vérifié. Vous allez dans les rues de Bujumbura, vous regardez. Tout simplement, vous regardez les militaires qui sont tout simplement ligotés devant leurs collègues Hutus. Ça doit interpeller. Donc, ça veut dire que le risque aujourd'hui, c'est tout simplement ce que souhaite le gouvernement, c'est d'avancer le conflit, qui était un conflit plutôt politique, vers un conflit ethnique. Et c'est ça le risque. Le risque, donc, c'est que, au lieu que de régler le problème politique, on va avancer, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Souvenez-vous que ça a commencé comme ça au Rwanda. Il y avait des négociations à Arusha, et que ces négociations ayant échoué, tout simplement, on a évolué vers la guerre. Et puis le génocide. bien, rappelons donc qu'Amnesty International accuse les forces de sécurité burundaises d'exécution extrajudiciaire à Bujumbura lors de la journée du 11 décembre dernier. Nous allons prendre une petite brève ponctuation musicale et permettre à notre invité de souffler un tout petit peu et on revient vers vous dans quelques instants. Merci.
Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Look out, we dance, huh? I wanna see a sexy ladies in a place. Right. Fine, fine, fine. Yeah, we got you right. Sexy lady, let it blaze. Master lady. muri kahise aho naciye hose nawe nigeze mbona mungana naratungurutse naraturagiritse mu rukundo narakomeretse waduhanagura amarira intuntu n'agahinda nasezera ubu munezero resuka gahinda nagize sinibuka. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Retour dans tout sur la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous prenez le train en marche que maintenant, ce soir, nous recevons dans Frédéric Ngabo, originaire du Burundi, qui dénonce le climat d'exécution sommaire en cours au Burundi actuellement depuis plusieurs 8 mois et qui également souhaite attirer par là l'attention de la communauté internationale et autres pour que on aille vers une recherche d'une solution pacifique au Burundi. Frédéric Ngabo, ce qui est aussi inquiétant, c'est que en apparence, je dis en apparence, lorsqu'on rencontre les Burundais de tout bord, bon, c'est vrai, c'est pas écrit sur le visage, sauf si on a été vécu dans ces pays-là, c'est pas écrit tout dessus ou tout. On a le sentiment qu'ils s'entendent, que tout se passe bien, mais lorsqu'on creuse, ce n'est qu'une paix de façade. Même dans la diaspora, pourquoi Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça veut dire que les gens, les Burundais de la diaspora, vraiment, il n'y a pas la guerre entre eux. Ils sont en paix. Ils sont en paix. Que ce soit Tutsi ou Hutu. Que ce soit Hutu ou Tutsi. Et je vais vous dire ici, je vais préciser tout simplement que le conflit actuel au Burundi, ce n'est pas un conflit, on va dire, qui est ethnique. C'est plutôt le pouvoir en place qui veut utiliser l'arme ethnique pour tout simplement sauvegarder le pouvoir qui est on va dire, qui est en train de leur échapper. Alors, est-ce à dire donc que ceux qui ont le pouvoir, d'accord, ils sont majoritairement d'une ethnie, c'est ça? C'est ça. Et ils sont majoritairement d'une ethnie. Et laquelle? Hutu. Mais aussi parce que c'est ainsi, même au niveau de la population, ils sont majoritaires. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sachez que dans l'opposition, les plus influents hommes d'opposition, ce sont des Hutus. Voilà, donc ce n'est pas, le conflit actuel, ce n'est pas sur la base ethnique qu'il faut l'aborder. Au contraire, il faut plutôt aborder comment le pouvoir veut régler, ou en tout cas souhaite régler les problèmes politiques sur le volet ethnique, et ce qui peut amener plutôt la population à se massacrer. Ça, on l'a vu. Je peux vous témoigner ici que moi j'ai connu la guerre de 93, j'ai suivi ce qui s'est passé au Rwanda, les massacres des Tutsis en 93 après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, ça a été rapide. C'est un peuple, ne l'oubliez pas, que c'est un peuple, la majorité qui n'est pas été à l'école et qui prennent très au sérieux la parole politique. D'accord. En tout cas des hauts dirigeants du pays. Et quand j'entends le président du Sénat qui est en train, ou le président de la République, qui traite une partie de son peuple de chiens mal nourris, ça veut dire tout. Quand on entend le président du Sénat, ça c'est vérifié, on peut vous donner l'audio de son message qui appelle en tout cas les miliciens Imbonerakure à massacrer les Tutsis ou les Tutsis, plutôt les populations des quartiers qu'on appelle les quartiers contestataires, y compris Hutu et Tutsi, en disant massacrez-les et on vous donnera les parcelles qui leur appartiennent. Alors, voilà. C'est vrai que pour ce que ça parle, qui sont les Imbonerakure? C'est le bras, c'est les jeunes qui sont c'est le bras armé, les miliciens, tout simplement, pouvoir en place, affiliés au pouvoir en place. Alors, quel est le rôle de la diaspora, ce cas-là? Vous qui êtes la diaspora.
Le rôle de Quel est votre rôle aujourd'hui? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une part de responsabilité qui vous incombe? C'est vrai que ce soit si vous êtes là, Oui. c'est également pour porter cette voie-là. Mais je veux dire, en termes d'organisation, donc, que faites-vous? Alors, le rôle de la diaspora au jour d'aujourd'hui, c'est de porter la parole, de porter le témoignage, parce qu'au Burundi, il n'y a plus, on a muselé l'opposition, on a muselé l'espace de débat, on a muselé l'espace public. Donc, on a les médias qui étaient plutôt nos informateurs, Oui. qui sont en exil. Donc, les radios, je vous donne la radio publique africaine, par exemple, a été tout simplement Fermé. incendiée par les agents de l'État. Donc, les médias privés, tous, ceux qui ont une ligne contraire à celle de l'État, sont tout simplement fermés, incendiés, les journalistes assassinés. C'est fort inquiétant et fort préoccupant parce que dans un pays, lorsque les médias qui ne sont pas, on va dire, ceux qui ne sont pas du bord du gouvernement sont muselés, ça laisse croire que la porte est ouverte à toutes sortes d'actions et qu'il n'y aura personne sur place pour dénoncer. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Je veux dire, quel vœu, qu'il faut formuler aujourd'hui? Je veux dire, lorsque vous vous réunissez, quel souhait, comment entendez-vous, qu'attendez-vous de la communauté internationale? Alors, moi, ce que je souhaite et ce que je formule comme vœu, c'est que la communauté internationale ne fasse pas la même erreur que celle qui a été faite au Rwanda. Je souhaite C'est-à-dire vraiment, j'interpelle les autorités politiques et les autorités Quelle erreur a été faite civiles. au Rwanda, par exemple? C'est tout simplement de découvrir un processus qui a démarré bien avant et quand ça a été trop tard. Donc, je salue beaucoup et énormément les efforts de la communauté de l'Union africaine et puis les efforts des Nations Unies, bien sûr, et puis aussi la mobilisation des citoyens, que ce soit au Burundi et à l'étranger, pour refuser tout simplement le retour à cette barbarie que nous avons connue. Et mon souhait, c'est que notre pays puisse évoluer tout simplement positivement. Et je souhaite aussi interpeller, bien sûr, le pouvoir en place sur le fait que la violence, la voie de l'extermination n'aboutira jamais. Parce qu'on sait, on a vu, on connaît l'histoire, on connaît les exemples, que ce soit en Afrique ou à l'étranger. L'extermination n'est jamais une solution. Merci à Frédéric Ngabo. On ne se parle pas de vous. Vous restez avec nous. Merci. Dans une partie de notre magazine qui est consacrée donc au débat radiophonique dans le cadre de ce mois. Nous parlons toujours des dérives religieuses. On revient vers vous dans quelques instants. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, le décor donc implanté dans le cadre de notre magazine radiophonique de ce mois, nous réfléchissons sur les dérives religieuses. On s'intéresse beaucoup plus sur l'aspect chrétien. On a noté que les chrétiens africains sont ceux qui se remplissent beaucoup plus les lieux de culte. Et on se pose la question de savoir pourquoi les Occidentaux, qui eux-mêmes sont chrétiens, on va dire avant les Africains, si on le dit comme cela, semblent déserter les lieux de culte. On ne les y voit qu'occasionnellement, soit lors d'un funérail, un mariage, première communion, ou alors lors des occasions en fait autres. Mais lorsque le créateur, le concepteur semble délaisser ou abandonner quelque chose, il y a une question on s'interroge. Frédéric Ngabo, vous avez accepté d'échanger avec nous ce sujet. Que pensez-vous du fait que les Européens eux-mêmes sont moins présents dans ces lieux de culte? Bon, c'est un avis personnel. Bien Donc entendu. moi, je suis chrétien. Vous le revendiquez? Oui, je le revendique. Et puis, je peux vous témoigner que les églises que je fréquente, c'est des églises chrétiennes, sont bien remplies.
Donc, Par qui? par Les Africains, plus. beaucoup plus, on va dire, c'est mélangé. Mais pour répondre à votre question, c'est que la religion, pour nous, en tout cas même pour les autres, a une place très importante dans la vie. Pour moi, en tout cas, on le sait que la religion, ce n'est pas pour dire que c'est l'opium du peuple. Tout simplement, c'est une composante sociale, politique et économique des pays. Pour moi, donc, le fait que les Africains prient, si on pourrait croire que c'est les Africains qui prient beaucoup, moi, c'est pas ça, on va dire. Je m'intéresse pas beaucoup à cette question. Mais c'est quand même non négligeable. Vous savez, c'est vrai qu'en posant les paraisons, on sait que lorsque quelque chose est efficace et que ça marche, on va s'en servir. En Occident surtout. Mais s'ils sont moins présents dans ce lieu, il y a quand même quelque chose. Il y a un guise sous roche. Mais pendant qu'ils désertent ces lieux, ce sont les hommes bronzés, les hommes noirs. Par exemple, qu'on rencontre beaucoup plus aujourd'hui. Dans certains milieux, j'ai entendu dire que ce sont les nouveaux missionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont été évangélisés, maintenant ils viennent évangéliser les évangélisateurs. C'est quand même curieux. Plutôt c'est une question de sociologique. Il faut se poser la question quelle est la place de la religion est-ce que ça serait lié pas à la couleur mais au degré de développement des peuples? Il faut se poser la question. Le développement économique. Économique. Est-ce que parfois on va donner l'impression que la religion ça va être un refuge parfois? Vous avez dit de très bonnes choses et c'est là où donc on va prendre Cernam Fancy qu'il y a déjà un auditeur en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, cher monsieur? Ça va, je m'appelle Akwasi. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Meximieux dans l'Ain. Merci. La question, je vous la pose comme cela, et puis vous nous direz donc, que pensez-vous du fait qu'aujourd'hui, les croyants chrétiens originaires d'Europe sont moins présents, on prend bien dans le cadre de la religion chrétienne, sont moins présents dans leurs lieux de culte, les églises et autres. Ils les désertent pratiquement, mais ce sont les Africains qui vont remplir ces lieux-là, pour le cas de la France. Qu'en pensez-vous? Parce que moi, je crois que, vous savez, normalement, la religion transmet le savoir. Lequel savoir? Le savoir, attendez, le savoir, c'est-à-dire comment lire la Bible et comprendre, mais la connaissance elle-même ne peut pas être transmise. Comprenez? Oui, elle peut pas être transmise. On ne transmet pas de connaissances. Donc, après avoir appris la Bible, maintenant, c'est un travail personnel pour avoir la connaissance. Et je crois que maintenant, en Europe, on connaît, on a appris le savoir, mais c'est la connaissance qui manque. Ce qui fait qu'à un moment donné, on sait lire la Bible, on croit comprendre, peut-être même qu'on comprend, mais quel est le travail personnel qu'on fait derrière? Donc pour Comme vous, il n'y a pas ce travail personnel, on reste en surface et l'Église n'apporte plus rien. Donc, si je comprends bien votre propos, l'Église aujourd'hui n'a plus sa place en vérité, d'après vous? L'Église, pour moi, aujourd'hui... Comme lieu, en fait. Le lieu de culte, par exemple. Voilà, est presque un lieu de socialisation, un lieu d'organisation économique, comme quelqu'un l'a dit, j'ai entendu, et un lieu plus ou moins politique. Bien, donc, mais l'essence même de l'Église est maintenant occultée. Quand vous prenez l'Afrique, par exemple, les Africains vont plus à l'Église. Pourquoi? Parce que quand on est dans la pauvreté, on cherche toujours son salut vers un ailleurs. Mais est-ce que l'Africain aussi a compris que la vraie connaissance n'est pas... on ne trouve pas la vraie connaissance chez le prêtre ou même dans la Bible, mais c'est un travail personnel. Comment ça se fait que quand on a péché, on va voir un prêtre pour se confesser? C'est-à-dire on n'a rien compris, l'essence même de cette étude. Si on a vraiment compris, on ne va pas voir un autre
pour prier pour nous. On va chercher à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la solution. Et à partir du moment où on a cherché à l'intérieur de nous-mêmes, chacun a, moi j'appelle ça le maître intérieur. Bien. Et quand on aura pacifié ce maître intérieur, tout roule normalement, correctement. Voilà. Mais, alors, si j'entends bien votre message, c'est pas dans le lieu. Et je pense même que cela même a tout son sens. Les Occidentaux eux-mêmes, ils ont compris que c'est pas dans le lieu de culte que tout se joue. Des raisons pour lesquelles ils désertent ces lieux. C'est bien cela. Voilà. Dieu est partout. Dieu est partout. Donc, en résumé, les Africains qui vont aujourd'hui remplir ces lieux, ils font fausse route, à peu près. C'est ça? À mon sens, oui. Parce que peut-être les fidèles eux-mêmes ne savent pas qu'ils font fausse route. Mais il y a tous ces prédigitateurs qui profitent de leur situation. Les prédigitateurs, c'est-à-dire les ministres de culte, c'est ça? Ces ministres de culte, ils profitent de leur situation. Parce que le pauvre, il croit en quelque chose. Mais en quelle chose? C'est que ce prédicateur qui le fait croire que Dieu va résoudre tous ses problèmes. Mais attendez, il faut savoir d'où viennent ces problèmes. Il faut savoir, il faut se connaître soi-même. Vous comprenez? Mais là, excusez-moi, je vais vous couper. Votre discours est beaucoup plus philosophique. Mais moi, je recherche en fait la réponse à la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain n'est pas en train d'enterrer son problème? L'enterrer, hein? Il ne le résout pas. D'enterrer son problème en allant passer des heures dans les lieux de culte. C'est ce qu'on lui fait croire. Le politique qui est le pire, le fait croire que Dieu va tout régler. Le prédicateur qui, lui, vit sous le dos de ses fidèles, le fait croire, les font croire que, voilà, c'est qu'avec Dieu qu'ils peuvent trouver des solutions. Donc, l'Africain, peut-être l'Africain de base et de bonne foi. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Pardon de nous avoir interrompu, mais alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Quel message envoyez-vous à ceux des Africains? Parce que ce qui nous dérange le plus dans le cadre du comité de réflexion de ce magazine, c'est de constater que beaucoup d'Africains qui se retrouvent en Occident, la plupart d'ailleurs, ils sont à la recherche d'un bonheur certain ou de certains bonheurs, et lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions, ils vont donc se comporter comme disait Karl Marx. En fait, la religion est l'opium du peuple. On délaisse l'aspect objectif, c'est-à-dire rationnel d'une réalité, et on s'enfonce à la recherche d'un Dieu, d'une solution fictive. Oui, je crois que l'Africain, si on veut se concentrer sur l'Africain, il cherche la solution en dehors de lui-même. C'est-à-dire, il croit que tout ce qui lui arrive, aussi bien du bien ou du mal, est de la main d'une force extérieure à lui-même. Mais si l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire il a cette parcelle de Dieu en lui, vous comprenez? Je vois. Il a cette parcelle de Dieu en lui. Donc pourquoi il va chercher ailleurs? Parfois c'est la facilité et des fois c'est ce qu'on lui a dit depuis toujours. Depuis toujours. Monsieur... Ce qui fait qu'il ne cherche plus en lui-même, il va chercher la solution en dehors de lui-même, alors que la solution ne viendra que de son intérieur. Monsieur Akwasi, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'habite à Meximieux, dans l'Ain. Meximieux. Dites-moi, est-ce que vous êtes croyant? Je suis croyant, mais attendez. Je dis toujours, je crois dans le Dieu de mon cœur. Dieu de votre cœur. Est-ce que vous confessez un credo religieux chrétien, catholique ou c'est pas quelque chose comme ça? Je suis chrétien de par mes parents, de naissance. Oui. Protestant. Vous savez, moi je suis du Ghana et le Ghana est plus protestant. Bien. Voilà. Restez avec nous, ne partez pas. C'est un homme Fessi qui est notre auditeur en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur, comment vous appelez s'il vous plaît? Je suis monsieur Yao. Monsieur Yao, vous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle de Béligna dans l'Ain. Vous appelez de l'Ain également? C'est très... De l'Ain. De l'Ain. Très bien. Est-ce que vous êtes croyant vous-même? Je dirais que je suis ouvert à tout débat religieux.
Mais en termes de confession, est-ce que vous confessez un credo religieux aujourd'hui? Vous êtes catholique, vous êtes chrétien, vous êtes bouddhiste? Non, j'ai fréquenté des congrégations religieuses. Très bien. Donc, que ce soit une église protestante, une église catholique ou bien d'autres. Vous adhérez à ces credos-là? Je n'adhère pas forcément, mais je partage, je dirais, les bonnes vertus qui y sont véhiculées, les bonnes paroles, et puis très bien. j'essaie de les appliquer. La question que je vous pose est la suivante. Que pensez-vous du fait que ceux qui ont importé le christianisme, par exemple, excusez-moi, en Afrique, aujourd'hui désertent même leur lieu de culte, et ce sont les Africains qui sont arrivés en Occident, même sur le continent africain, eux-mêmes qui les remplissent, pendant que la pauvreté triple, quadruple même son taux sur le continent, pendant que les migrants qui sont ici ont la vue de plus en plus dure au niveau des lois qui sont prises, d'accord? Beaucoup délaissent l'aspect objectif de leurs difficultés pour aller, on va dire, entre guillemets, enterrer leurs difficultés dans les lieux de culte. Qu'en pensez-vous? Je dirais que c'est culturel, vous savez, puisque la religion, je dirais, le christianisme rentre en Afrique par la voie de la colonisation. C'est d'accord. Je vois, oui. Voilà. Donc, cela fait, je dirais, un siècle et demi que la religion chrétienne arrive en Afrique. Bien avant ça, elle existait sur le continent européen et il y a eu de nombreuses congrégations, je dirais, luthériennes, protestantes et catholiques. Il y a eu des réformes dans les années 1450 et bien d'autres. Donc, je dirais que c'est culturel et c'est le réveil de l'Africain qui est un peu tardif, puisque il n'a pas accès à l'information, je dirais. On dit les Africains sont cultivés, mais est-ce qu'on lit vraiment? Est-ce qu'on se renseigne vraiment? Alors, l'auditeur qui a appelé avant vous, qui est encore en ligne, toujours, si je ne me trompe pas, monsieur Akwasi, c'est ça? Oui, c'est Alors, vous disiez tout à l'heure, effectivement, qu'il y a un travail personnel à faire, en sens que dans la Bible, selon vous, bien entendu, dans la Bible, tout y est, mais là, ça c'est l'aspect, on va dire, visible, mais le travail à faire est individuel. Monsieur Yao, est-ce que vous partagez ce propos-là? Je dirais quelque part, j'ai cru entendre quelque part que l'homme est un perpétuel point d'interrogation. Donc, l'homme est quoi? Est un perpétuel point d'interrogation. C'est-à-dire, il faut à chaque fois se remettre en cause, essayer de savoir le pourquoi du comment des choses. Donc, quand on vous dit une vérité, c'est pas forcément l'unique vérité. Il y a sûrement d'autres voies. Donc, quand on prend des livres saints tels que la Bible et d'autres religions, je dirais le Coran ou la Torah pour les Juifs ou d'autres livres saints, je pense à travers ces lignes, il faut essayer de se remettre en cause en se disant, mais est-ce que cela, je peux l'appliquer? En quoi est-ce que cela me parle? Alors, si je prends un mot, quand vous dites que l'homme est un perpétuel point d'interrogation, ça veut dire que lorsque dans la Bible on dit si ton frère, voilà, il te donne un soufflet du côté gauche, il faut tu lui présentes là le côté droit. Est-ce que vous pensez que c'est une vérité selon vous? C'est-à-dire que quelqu'un me donne une belle gifle et puis côté gauche, il donne le côté droit. Vous pensez que c'est faisable ça? Si on vous donne une belle gifle et que vous n'avez pas compris pourquoi on vous a donné la belle gifle, vous allez poser la question, mais frère, pourquoi est-ce que tu me gifles? Je te dirais, tends-moi l'autre joue, je te dirai pourquoi. Peut-être bien qu'il y avait peut-être un... Vous y croyez, vous croyez à ça? Vous marchez dans la rue, on vous donne une belle gifle, vous donnez la gifle droite, vous pouvez faire ça vous? Personnellement. D'abord, avant de tendre la joue, je vais lui demander pourquoi. Et s'il me dit, tends-moi l'autre joue, et que je vois qu'il essaie de le faire, je lui demanderai pourquoi l'as-tu fait. Vous êtes bien surprenant. Vous me surprenez, vous, monsieur. C'est forcément ce que vous dites. Je vous dis peut-être que quand vous donnez une claque, c'est soit pour vous permettre de revenir sur la bonne voie, de vous remettre en question, et essayer d'aller de l'avant. Tout est épreuve. Moi, je pense que dans la vie, tout est question d'épreuve. Alors, je pose la question peut-être que je n'ai pas posée au début. Est-ce que vous êtes vous-même croyant? Moi, je suis pas... Quand vous dites croyant, je crois en la nature. Je crois... De manière générale. De manière générale. Vous êtes croyant ou pas? Vous croyez en un Dieu quelconque? Je crois en un créateur. Un créateur. Est-ce que vous confessez un credo religieux?
Ben, je vous ai dit tout à l'heure que d'accord. je suis pas religieux. J'ai bien entendu, je voulais être sûr qu'effectivement vous avez une position assez ferme. Très bien, je vous remercie infiniment de votre contribution, Monsieur Yao. Merci bien. Merci. Et alors, merci également. Alors, Monsieur Akwasi. Oui. Vous avez suivi Monsieur Yao tout à l'heure. Je voulais intervenir un petit peu sur les propos de Monsieur Yao. Allez-y. Qui, je trouve, très profond. Mais, par exemple, quand tu dis l'homme doit se poser toujours des questions, oui. Que l'homme est un vivant point d'interrogation. Oui. Voilà. C'est très philosophique, ça. Ça, c'est pas... point d'interrogation. Oui. C'est ce vivant point d'interrogation qui va nous conduire à la connaissance. Parce que vous y croyez, vous, que l'homme est un vivant point d'interrogation? L'homme est en permanence un vivant point d'interrogation. C'est-à-dire, vous savez, dans la Bible, il dit l'homme est né de la poussière de la terre. Oui. Et Dieu insouffla dans ses narines et il est devenu un être vivant. C'est-à-dire le souffle de vie qui est en lui, c'est ce souffle de vie qu'il doit travailler à connaître. Parce que ce souffle de vie a beaucoup d'attributions, beaucoup de qualités qui transforment l'homme en profondeur. Et il y a ceux qui ont étudié la Bible qui, par leur prêche, nous aident à acquérir ce savoir. Mais après avoir eu ce savoir, c'est le travail personnel. Comme vous disiez tout à l'heure, si on vous gifle, est-ce que je donne l'autre jour pour me faire gifler parce que je suis croyant, parce que je suis chrétien? Qu'est-ce que je comprends par là? Si quelqu'un me fait du mal, c'est comme ça que je résume. Quelqu'un me fait du mal. Est-ce que je réponds par le mal? Est-ce que les ténèbres peuvent chasser la lumière? Non. Les ténèbres sont l'absence de la lumière et pas l'inverse. Parce que Dieu est amour et la lumière même. Mais monsieur Akwasi, vous êtes... Mais, quand on vous écoute, on dirait un pasteur en pleine prédication. Non, mais je parle, si vous voulez, ce que ma compréhension de la Bible qui me conduit à me connaître moi-même. Vous savez, j'étudie, si je prends un verset, j'écoute, j'étudie, et puis j'essaie de l'appliquer. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous couper et en vous remerciant infiniment, vous avez un discours très religieux. Notre consultant Henri Ti, qui ne pourra pas être là ce soir pour vous répondre, j'aurais aimé qu'il ait un échange intéressant avec vous. De toutes les façons, merci d'avoir contribué à notre échange, à cet échange. Merci beaucoup. Et au plaisir. Bien, c'est intéressant. Merci. Au revoir. Bien. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Donc, avant de prendre congé de vous, je rappelle, ce soir, nous avons reçu dans ce studio le témoignage de monsieur Frédéric Ngabo, qui est juriste, qui est venu dénoncer la situation des crimes qui se vit au Burundi depuis plusieurs mois, les exécutions sommaires. Monsieur Ngabo, un mot de la fin? Un mot de la fin, je voulais vous remercier et surtout interpeller la communauté des médias en France par rapport à la vie dure, aux tueries que subissent les journalistes burundais. Aussi les journalistes, des confrères. Les journalistes, Très bien. Les confrères burundais, et aussi, encore une fois, interpeller toute la communauté des citoyens libres. Moi, je dis bien la communauté des citoyens libres par rapport à ce qui se vit au Burundi, pour ne pas encore laisser un génocide se perpétrer sous nos yeux. Voilà. Merci Frédéric Ngabo pour ce témoignage et nous à Tam Tam Tropical, donc nous interpellons donc tous ceux et celles de bonne volonté qui peuvent contribuer à l'organiser la paix au niveau de la diaspora, pour que cela puisse avoir une incidence au niveau du Burundi à se mobiliser. Cette antenne est là pour vous, chers auditeurs. Le magazine Tam Tam Tropical donc se fera le devoir donc de relayer ces messages-là. Nous arrivons au thème de notre rendez-vous de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. À la réalisation, c'est Nancy Bouloukoué, des mains de maître. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est pris mardi prochain pour la dernière de cette année 2015. Merci. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record,
Des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio